Il est sans doute l'un des plus grands spécialistes de la question des phénomènes paranormaux au XXe siècle. Le gendarme Émile Tizanet est pourtant inconnu du grand public. Après de longs mois de recherche, ses archives ont été retrouvées puis compilées par le philosophe et historien Philippe Baudouin, commissaire de l'exposition. Il se trouve que, personnellement, je mène des recherches sur ce qu'on pourrait appeler une histoire occulte des télécommunications, des recherches qui m'ont conduit notamment à aller consulter les archives d'un institut qui se trouve à Paris, l'Institut Métapsychique, qui contient des milliers de documents, des milliers d'ouvrages spécialisés en parapsychologie. Et sur une des étagères de cette énorme bibliothèque, j'ai découvert, et redécouvert pour d'autres, certains livres d'Émile Tizanet. Des livres, mais aussi un précieux CD-ROM confié par le fils du gendarme, Guy Tizanet, contenant rapports, photographies, manuscrits, enquêtes accumulées en près de 50 ans. La propre voix d'Émile Tizanet a été conservée. Nous nous trouvons en présence de faits qui appartiennent à un domaine de l'invisible qu'il faut fouiller. Les gendarmes interviennent dans ces manifestations et cherchent un auteur humain responsable alors qu'il n'y a pas d'humain responsable. Devenu gendarme par défaut, à la suite d'une chute à cheval au régiment d'Espailly, Émile Tizanet consacre alors son temps à sa passion première, les maisons hantées. Il mène de nombreuses enquêtes, d'abord officieuses sur les phénomènes de poltergeist, comme des bruits divers, des déplacements d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. De nombreux cas de petites hantises se sont traduits par des incendies. Incendies qui sont nés spontanément sous l'action de l'hôte inconnu ou qui sont nés de façon subjective parce que le sujet a été amené à causer de ses propres mains l'incendie que l'hôte inconnu ne pouvait pas produire lui-même. Qu'est-ce que c'est un poltergeist? Un fantôme badin, c'est ça, n'est-ce pas, Nel? Comment saurais-je? Là, on est devant un cas d'étude assez troublant. L'affaire Briat, c'est le nom de la famille sur laquelle il a étudié. C'est une affaire qui date des années 20 et qui est un dossier dans lequel il va ranger très scrupuleusement toute une série de photographies qu'il prend lui-même sur place, toujours en enquêtant à titre privé, et où l'on voit évidemment des silhouettes de gendarmes, puisqu'il n'est pas le seul à se frayer un chemin comme ça sur les territoires de la hantise. Il est accompagné aussi de brigadiers qu'on aperçoit sur certaines images. Et puis, ce qu'il y a d'extrêmement frappant, c'est qu'au-delà du fait de prendre des photos qui rappellent un peu les codes de la photographie anthropométrique, où on voit les habitants qui sont souvent un peu troublés, un peu dans une certaine forme de malaise, on trouve de manière assez frappante des images de fermes désolées, de fermes en ruine, de granges vides, et c'est un peu des scènes de crimes invisibles, je trouve, ces images. En 1937, alors qu'il est capitaine à la compagnie de garde républicaine mobile du Havre, il présente un rapport à sa hiérarchie où il milite en faveur de la prise en compte de la réalité de ces phénomènes et propose une formation de ses collègues. Après quelques remontrances, on lui demande de ne pas insister. Il a plus ce qu'on appelle de sanctions disciplinaires, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mis à pied, mais enfin, à l'époque, il n'a pas apprécié le type de remarques qu'on l'a faites à ce sujet-là. Alors, lorsque l'armistice a été signé, mon père était donc officier de gendarmerie à Mel, qui était encore en zone occupée, et c'est à cette occasion-là qu'il a affaire indirectement au phénomène de Fresnay-Roran qui l'ont motivé de façon assez intense. Pendant l'occupation, il obtient pourtant l'autorisation officielle d'enquêter à titre privé sur un phénomène de maison hantée à Frontenay-Rohan-Rohan dans les Deux-Sèvres. Il réalise à cette occasion une série de croquis afin de consigner de manière presque clinique ce qu'il observe alors. L'esprit réduit à la matière.
Et il se rend sur place, il se rend sur les lieux, il enquête et il va même passer la nuit sur place. Il va assister aux phénomènes les plus violents d'esprits frappeurs, de poltergeist, qu'il ait pu observer durant ses enquêtes. Et à chaque fois, dans cette même petite ferme, il note différents éléments, différents déplacements inexpliqués d'objets, des bris de verre, effectivement des phénomènes de coups frappés. Et on retrouve cette précision du croquis, où l'on fait mention des témoins, puisqu'il n'est pas le seul, il est souvent dans ces phénomènes un témoin direct des événements, mais il y a aussi la petite famille qui se trouve là. Une jeune fille de 14 ans entourée de ses deux grands-parents. Et il observe par exemple son képi qui se met à s'envoler comme ça, de manière complètement inexpliquée. Il y a une volonté chez Tisanet de mettre en ordre l'invisible. Anti-héros de la parapsychologie, Émile Tisanet a fait arrêter Ida Grinspan, une jeune fille juive de 14 ans, déportée à Auschwitz par la suite. Il fait également arrêter les Allemands à la fin de la guerre et reçoit la médaille de la Résistance, puis la Légion d'honneur. Émile Tisanet meurt en 1982. Durant sa carrière, il aura étudié quelques centaines de phénomènes de maisons hantées.